but est de répondre vu que le temps passe et j'aimerais donner la parole à un maximum de personnes. D'accord. Pour les 391 €, j'ai parlé principalement des frais d'inscription sans tenir compte des frais d'assurance, sachant que, exactement, ça c'est quand on a moins de 28 ans, bien sûr, à un certain moment, il y avait les mutuelles étudiantes, la sécurité sociale étudiante, avec ses différentes... voilà. Là, c'est vrai que c'est un nouveau dispositif, justement, c'est mis en place en 2018, je crois. Et pour votre première question, est-ce que vous pouvez financer votre doctorat en étant en deuxième année? Oui, un doctorat déjà entamé. Déjà entamé, bien sûr, quand on est en deuxième année. Ma réponse ne peut pas être précise parce que si ça dépend des écoles doctorales et des collèges doctoraux, quand on prend une université, je ne sais pas de quelle université... Là, il dépend de l'école doctorale à Dijon, centre Georges Chevalier. D'accord. Je crois que ce sont des décisions prises au niveau du collège doctoral. Quand on prend l'exemple de la Sorbonne Paris-Cité, il y a chaque fois des décisions, de nouvelles décisions prises par rapport à cela. Donc je peux pas vous dire si vous pouvez financer votre doctorat à partir de la deuxième année, mais une chose est sûre, c'est que si vous avez un contrat de travail à côté qui ne correspond pas forcément à... Donc vous dites non, donc j'imagine que vous êtes inscrite en doctorat. Et est-ce que vous avez un financement à côté? Alors ce que je vous propose, c'est vraiment de cerner les 2-3 questions et puis éventuellement à la fin d'aller à la rencontre, sinon je vais vous apporter 2 cafés et puis voyez. Justement, je vous laisse finir. Il n'y a pas de souci. Par rapport à ma présentation, je n'ai pas prévu de parler, puisque c'est une question de temps, je n'ai pas prévu de parler de l'après-doctorat. Donc globalement, on peut continuer dans la recherche en faisant, durant une période, en travaillant soit à l'université ou ailleurs, en étant post-doc, mais juste après le doctorat, pour ceux qui veulent faire maître de conf, pour continuer à maître de conférence, HDR, etc. Le plus tôt possible, juste après, à l'issue du doctorat, il faut s'inscrire dans... Il y a une plateforme exactement pour demander la qualification, c'est au niveau du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, pour pouvoir postuler à des postes de maître de conf. Merci. Peut-être que, je ne sais pas, Sofiane, ce que vous en pensez comme ça à chaud, mais peut-être vous n'hésitez pas aussi à poster vos questions par la suite. On pourra peut-être mettre sur la page Facebook de l'UAF. Je crois que c'est pour vous, Monsieur Taquet. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais poser une question, 3 petites questions pertinentes qui me semblent pertinentes, à Monsieur Jean Taquet, peut-être aussi Monsieur Samir Ougargouz qui pourrait y répondre. Est-ce qu'on peut faire un changement de statut avec un diplôme de maîtrise, Bac plus 4? Et aussi, est-ce que pour un changement de statut commerçant, est-ce qu'on doit présenter forcément un diplôme français? Et une troisième et dernière question, est-ce que le changement de statut, soit salarié ou commerçant, la demande de changement de statut, est-ce qu'elle écrase définitivement le statut étudiant? Est-ce qu'on peut revenir là en arrière ou pas, une fois que peut-être on se va refuser? Merci. Alors, la première question, c'est effectivement, je crois de mémoire, c'est la question du diplôme. On est là face à un problème. La préfecture aujourd'hui bloque les dossiers si vous n'avez pas de diplôme français. Ce que je trouve relativement idiot. Parce que l'aide directe, en tout cas jusqu'à l'époque où j'étais encore à leur rendre visite, disait qu'ils pouvaient tout à fait accepter des changements de statut avec des dossiers sur lesquels il n'y a pas de diplôme français. Mais il y a des gens qui ont effectivement des 3e cycles et des choses comme ça. Donc ça, c'est effectivement une première chose. Une deuxième chose, je pense que ça peut vous intéresser, j'ai fait effectivement embaucher un boulanger libanais pour effectivement un restaurant libanais. D'accord? Il n'a pas de master, il n'a pas de maîtrise. Il a simplement une compétence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les BTS, ça peut être tout à fait possible. Beaucoup de métiers en tension sont des métiers d'ordre manuel. Je peux vous dire une chose, c'est qu'effectivement, vous avez là une possibilité. Donc ça, c'est effectivement des choses. Par contre, pour le commerçant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se fasse refuser parce qu'il n'a pas de diplôme français.
Et vous, en tant qu'Algérien, vous avez un avantage que je trouve assez important. Vous pouvez vous immatriculer avant de déposer le dossier à la préfecture. Donc là, vous avez effectivement un avantage. J'ai répondu? Merci. Mademoiselle. Ma question s'adresse aussi à messieurs les juristes. Vous nous avez parlé du changement de statut d'étudiant à commerçant et d'étudiant à salarié, mais qu'en est-il des changements de statut étudiant auto-entrepreneur? Et vu, en fait, sur les réseaux sociaux, on a vu plein d'étudiants qui l'ont fait pendant l'année dernière pour faire justement des petits boulots et qui se sont mis octroyer des OQTF. Voilà. Pour ma part, le statut de micro-entrepreneur, c'est la micro-entreprise. Donc c'est une entreprise. Donc c'est le statut commerçant. C'est la même chose. Hein. Voilà. Entrepreneur, c'est transformé. Voilà, c'est commerçant, c'est une micro-entreprise. Tout comme vous pouvez être gérant d'une SARL, d'une EURL, ou SARL si vous êtes plusieurs, ou d'une SASU, ou d'une SAS si vous êtes plusieurs. Néanmoins, ça correspond normalement, vous devez, c'est la loi qui l'exige, effectuer un changement de statut d'étudiant à commerçant. Maintenant, effectivement, comme vous le mentionnez, il y a beaucoup d'étudiants qui sont étudiants et qui, en parallèle, optent pour un statut de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur, de la micro-entreprise. Et s'il y a un contrôle, ça dépend des préfectures, eh ben, forcément, vous êtes en marge de la loi et vous pouvez vous faire remettre une OQTF. J'étais à la préfecture de Paris, il n'y a pas, à la chambre de commerce de Paris il n'y a pas très longtemps. Effectivement, il y a des gens qui ont pu avoir ce statut-là, tout en étant étudiants. Il y avait quelqu'un qui était allé spécialement pour créer une société en tant que dans le domaine de la micro-entreprise, et il s'est fait opposer une fin de non-recevoir par la dame en charge de l'accueil. Il avait demandé à avoir une responsable et il a eu le même son cloche. Après, pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue M. Taquin, effectivement, vous pouvez normalement opérer maintenant, immatriculer votre société sans pour autant passer par la chambre, avant de passer par la préfecture, mais ça peut être, me semble-t-il, c'est ce qui est à vos risques et périls. Puisque vous effectuez de facto, dans les faits, un changement de statut d'étudiant à commerçant sans en avoir eu l'approbation ou l'accord. Et il y a des préfectures, effectivement, qui vous poussent à le faire, à condition que la chambre de commerce l'accepte. Si vous êtes en Algérie ou au Maroc, vous pouvez créer une société en France sans y avoir mis les pieds. Vous pouvez faire ça avec une procuration et créer une société et être gérant de cette société ici à Paris. Vous pouvez être sans papier, algérien ou tunisien. Les Tunisiens, c'est à peu près différent. Ou avec le Marocain, il faut que votre adresse soit en Tunisie. Vous pouvez être sans papier en France, algérien, et avoir votre société, être immatriculé au CABIS de la manière la plus normale au monde, si je puis m'exprimer ainsi. Après, pour répondre à votre question, il y a des préfectures des chambres de commerce qui vont vous le permettre, vous pourrez le faire, mais effectivement, si on vous attrape, eh ben, vous serez en contrariété. Ça serait une société, au moment où il aurait dû effectuer un changement de statut d'étudiant à commerçant. Parce que c'est une entreprise, tout comme une EURL, une EIRL ou une SASU. Il y a peut-être un peu plus de vigilance vu la facilité de créer une... Effectivement, les préfectures peuvent vous faire tourner en bourrique, mais madame, non, mais d'abord, vous devez d'abord créer votre société, ensuite vous devez venir avec votre cabis. Non, si il y a une procédure de changement de statut d'étudiant à commerçant qui a été instituée, c'est pour qu'elle soit scrupuleusement suivie. Et après, ça dépend au niveau des préfectures. Il y en a qui sont beaucoup plus exigeantes, tatillonnes que d'autres, et il y en a qui sont beaucoup plus lestes. Donc, ça dépend de tout. Vraiment, il n'y a pas de règles en l'espèce. Il y a des garde-fous, des règles de droit qui sont posées dans le droit des étrangers ou dans le droit en général, et vous pouvez bénéficier, pas de passe-droit, mais c'est comme le certificat de résidence. La convention pour les Algériens dit 3 types de séjours commerçants, salariés ou mixés. La 4e, vous aurez un certificat de résidence de 10 ans. Mais dans les faits, on s'aperçoit que chaque préfecture, il y a des pratiques préfectorales qui sont différentes d'une préfecture à une autre. Et vous pouvez avoir, par exemple, un certificat de résidence au bout de la 3e carte de résidence. 3e titre de séjour. Au bout du 2e également. Je l'ai vu, mes propres yeux. Merci à vous.
Alors, je vais reprendre sur un autre niveau. Les textes disent il y a trois. Il y a profession libérale, il y a artisan, il y a commerçant. Ça, c'est la base fondamentale du droit pour ce qui est des indépendants. D'accord? Ensuite, il y a à l'intérieur de ça la fiscalité où on a un BNC pour les professions libérales, on a un BIC pour les artisans, on a un BIC pour les commerçants. D'accord? Donc on a micro, BIC, BNC. Et donc, il se trouve que Sarkozy a créé ce que moi je considère juridiquement comme une aberration, c'est-à-dire qu'il a créé l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on descende verticalement, comme on le fait depuis siècles, on est sur un horizontal, c'est-à-dire que quand vous dites je suis auto-entrepreneur, je n'ai pas le début de la moindre idée de ce que vous faites. Vous pouvez être, pardon, c'est moi, vous pouvez être profession libérale, l'un ou l'autre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous présentez à la préfecture, vous avez tout intérêt à dire je suis profession libérale, micro-BNC, auto-entrepreneur. L'autre chose, c'est qu'effectivement, exemple que je donne régulièrement, la préfecture, je discute avec eux, la préfecture considère qu'auto-entrepreneur, c'est une tentative désespérée de l'étudiant qui va effectivement essayer de rester en France sur un projet commerçant ridicule. Donc, ils vont avoir un... Ils vont effectivement faire en sorte qu'ils vont suivre votre dossier sur 4, 5, voire 6 récépissés, et tous les 3 mois, ils vous vérifient pour voir que votre chiffre d'affaires, il augmente, ou il reste le même, et s'il baisse en juillet et en août, en septembre, vous avez effectivement un gros problème en rendez-vous à la préfecture. Alors que si vous prenez un statut classique, c'est-à-dire un micro-BNC classique, vous avez votre carte de séjour dans les 2 mois. En tout cas, pour les clients que moi je suis. Merci, Taka. Une question ici. 2 autres. Il est 21h bientôt. On se donne 21h10, Sofiane, ça va? Voilà, on se donne encore 10 minutes. Mais je vous rappelle, vous aurez le plaisir après d'aller à la rencontre directement des intervenants. Jeune homme. Merci. Je voudrais m'adresser à monsieur le juriste, s'il vous plaît, parce que là, si je comprends bien, c'est qu'on a le droit à avoir un seul statut en France. C'est ça. Donc, or, moi, j'ai un statut étudiant commerçant, micro-entrepreneur depuis 3 ans, et ça fait 3 ans que je renouvelle mon titre de séjour avec le statut étudiant. Alors, je viens de recevoir un petit contrôle de la directe, et j'ai pas été, les bretelles n'ont pas été comme l'expression le veut le dire, et du coup je me dis, est-ce que je dois vraiment changer pour un statut salarié ou alors le supprimer et garder mon statut étudiant? C'est donc ce que je voudrais faire par la suite. Voilà, merci. Je vous laisse répondre. Essayez vraiment, s'il vous plaît, tant bien que mal, je sais que vous êtes juriste et les lois sont, mais vraiment très très rapidement, quitte à vous revoir derrière. Pour pouvoir répondre de manière précise et sans être exhaustive, il faudra déjà voir au niveau de l'activité pratiquée, l'activité que vous pratiquez, et éventuellement dans quelle mesure vous voulez effectuer un changement d'étudiant à salarié, si ces conditions sont possibles ou non, ou de maintenir carrément votre statut et de faire carrément un basculement de votre statut d'étudiant, je ne sais pas si vous avez terminé vos études, à commerçant, et également au vu déjà de votre nationalité. Donc, quelle est votre nationalité? Vous êtes algérien? D'accord. Et quelle est la nature d'activité que vous pratiquez? Pardon? Coursier à vélo. Coursier. Et vous avez validé un diplôme ici en France ou non? Pas encore. Non, c'est année. Il faudrait tenter éventuellement, peut-être, sous toute précaution gardée, d'effectuer un changement de statut d'étudiant à commerçant si tel est votre activité principale. Parce que vous pourrez ainsi tourner avec un titre de séjour étudiant de manière indéfinie, tant qu'il y a une progression, à condition de ne pas recevoir un OQTF. Mais bon, après, il faut avoir, comme le disait mon collègue M. Taquin, une cohérence dans votre projet. Et pour ne pas être taxé de détournement de l'objet du visa, il faudrait que votre activité actuelle soit en cohérence, qu'il y ait une adéquation, une logique dans l'activité l'activité dans laquelle vous êtes versé actuellement et celle
votre activité principale. Donc si vous ne validez pas, faites un changement de statut. Merci, mais je crois que c'est important ce que vous dites, hein, la bonne foi et la cohérence dans la construction de dossiers et vos projets. Une question, s'il vous plaît. Non, un mot, monsieur Sofiane, parce que là, on a affaire à des étudiants. Moi, je parle pas du 17 octobre 61, c'est passé, c'est pas grave, personne n'a posé la question, c'est pas important. Mais le plus important, c'est que ce statut d'étudiant, il faudrait que l'Algérie puisse renégocier, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes sur comment changer de statut en devenant commerçant. Mais il faut continuer ses études. L'objectif n'était pas de devenir commerçant, mais de faire des études. Ça, c'est vraiment des choix par défaut. Sauf si ça concerne votre secteur, ce que vous faites vous-même et que vous prolongez par une entreprise dans le cadre de vos études qui sont liées ou proches. Mais ce qui est le plus important, je crois qu'il faut que l'Algérie puisse renégocier les accords de 68, non pas sur le fond, mais simplement adopter un avenant concernant les étudiants et changer ce statut dans lequel ils sont enfermés. Et ça, c'est terrible, parce qu'il y a eu quand même, d'une part, la sécurité sociale, ils ont fait des petites avancées là, et puis par rapport au logement, des aides. Mais en attendant, écoutez, il faut savoir aussi que, quel que soit votre profil, il y a un processus de déqualification. Moi, je suis outré de voir des ingénieurs qui deviennent des agents de sécurité. Alors ça s'appelle de la déqualification. Et ce n'est pas normal. Ça s'appelle de la discrimination. Désolé de vous le dire. Merci. Voilà, dit autrement, pourtant Jean Taquet, vous avez été clair, et c'est bien de le souligner. Donc, vivez vos rêves, continuez vos études. Mademoiselle. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour le juriste, monsieur Ogerboz, pardon. Du coup, je voulais savoir, par rapport au changement de statut étudiant-salarié, donc est-ce que c'était possible de le faire avec un CDD de 6 mois, sachant que dans mon domaine de pharmacie et de biomédical, les offres se résument à des CDD de 6 mois renouvelables. C'est très difficile d'obtenir un CDI. Donc, dans votre cas de figure, un CDD de 6 mois et un changement de statut avec un CDD de 6 mois est tout à fait possible. Néanmoins, vous obtiendrez un titre qui sera circonscrit à la durée de validité, à la durée du contrat de travail que vous aurez signé. Merci, voilà, c'est super. Merci infiniment. Mademoiselle. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question. Je pense que c'est assez spécifique. En fait, j'ai lancé ma procédure de changement de statut étudiant à salarié avec un CDI. Et l'entreprise m'a proposé un CDD en attendant que mon changement de statut soit effectif. Est-ce que cela, c'est possible? Tout à fait, c'est tout à fait possible, et c'est même judicieux de la part de votre employeur de vous l'avoir proposé. Veillez simplement à ce que votre quota horaire ça dépend des préfectures, votre quota horaire ne soit pas épuisé, de sorte à ce que lorsque votre dossier sera visé par la directe, de ne pas, la préfecture, recevoir une fin de non-recevoir par rapport au fait que vous auriez dépassé votre quota horaire qui est le quota horaire légal qui vous est imposé en tant que ressortissante algérienne. Mais c'est une très bonne alternative de vous avoir proposé un CDD. Il aurait pu également vous proposer peut-être un stage. Ça aurait pu être également de nature. Je vais donner le micro à M. Taquet. Un instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a été dit, la main-d'œuvre étrangère vous donne le droit de travailler à plein temps. Avant ça, vous travaillez avec le quota horaire d'étudiant. D'accord? Donc, il faut faire un premier CDD pour une durée, on va dire, de 2 voire 3 mois, qui est collé sur le droit que vous avez de travailler en tant qu'étudiant. Et vous ne pouvez basculer sur un CDI salarié que quand la main-d'œuvre étrangère vous en a donné le droit. Et en droit, vous pouvez tout à fait arrêter un CDD si effectivement on vous donne un CDI. Et donc, dans le CDI, on met une condition suspensive, c'est-à-dire que le contrat de CDI, il est en haut comme ça, il attend la décision de la main-d'œuvre étrangère, qui arrive, qui vous le donne, à ce moment-là, le CDD s'en va. Ce que je veux rebondir sur un point que je trouve extrêmement important et que beaucoup de gens ne savent pas, d'accord? La main-d'œuvre étrangère, c'est le bureau d'à côté de l'inspection du travail. Tout ça, c'est à l'intérieur de la directe. Ces fonctionnaires-là ont dans leurs ordinateurs des accès directs aux impôts, à la CAF,
à l'URSSAF, à toutes ces choses-là. Donc, une des premières choses qu'ils vont faire quand effectivement ils reçoivent un dossier qu'ils vont étudier, ils vont regarder ces choses-là. Donc, si vous avez dépassé votre quota, ça se voit à l'URSSAF au nombre, à la quantité de charges sociales qui ont été payées sur votre numéro de sécu. Au QTF, merci. Question très très simple, jeune homme. Vous avez eu la parole juste avant, vraiment, question très directe et réponse très directe, s'il vous plaît. En fait, je tenais vraiment à avoir la réponse, l'avis d'un juriste. La question est destinée pour vous, monsieur Belgous, s'il vous plaît. En fait, oui, c'est bon. Est-ce que le fait d'entamer la procédure pour le changement de statut fait qu'on renonce définitivement au statut étudiant? Est-ce que un refus pour une raison X ou Y qu'a évoqué monsieur Taquet, quoi qu'il arrive, est-ce que systématiquement ça engendre une OQTF? Merci. Si vous voulez, le fait de changer le statut étudiant, c'est quand même un statut qui est sans doute assez fragile. Donc opérer un changement de statut à commerce, parce que le statut d'étudiant ne vous donnera pas, par exemple, droit à obtenir un certificat de résidence de 10 ans, pour ce qui est du cas des Algériens, une carte pluriannuelle, voilà, pour ce qui est des étudiants algériens. Néanmoins, le changement de statut d'étudiant à commerçant ou à salarié, pour ce qui est de la majorité des gens qui cherchent, comme le disait M. Taquet, une sécurité juridique, vous pouvez toujours être étudiant par la suite. Restez étudiant. Néanmoins, vous aurez un statut qui vous sera avec une assise beaucoup plus solide, une assise beaucoup plus confortable, qui vous permettra d'aller de l'avant dans la construction de votre projet professionnel et d'obtenir à terme un certificat de résidence de 10 années pour ce qui est de votre cas de figure, puisque vous êtes ressortissant algérien. Donc après, rien ne vous empêche de conserver, il y a beaucoup de cas de figure, de faire un doctorat. C'est pas ce que vous allez mentionner au niveau de la préfecture, mais rien ne vous empêche de préparer un diplôme de Master 2 ou un doctorat en parallèle. Mais néanmoins, vous aurez votre statut salarié ou votre statut commerçant, qui sera votre statut principal. Merci, mademoiselle. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question en ce qui concerne l'autorisation de travail pour les Algériens. Est-ce que, parce qu'il y a certains employeurs qui ne demandent pas l'autorisation de travail, donc on travaille sans autorisation de travail, est-ce qu'il y aura des conséquences lorsqu'on fera un changement de statut plus tard, salarié ou je ne sais pas quoi, vu qu'on n'a pas d'autorisation de travail? Pour ma part, je vais vous répondre, je vais donner le micro à M. Taquet. Pour ma part, l'autorisation de travail pour les Algériens, c'est une condition obligatoire, elle est nécessaire, elle doit être demandée. Si vous pouvez l'obtenir de manière très très rapide, contrairement aux Tunisiens ou aux Marocains, néanmoins l'autorisation de travail pour les Algériens, elle est obligatoire. Je ne peux pas vous dire de passer outre la loi, ça serait quelque chose de non convenable de ma part. Néanmoins, je passe le micro à M. Taquet, il va vous répondre. Les 3 dernières questions. J'ai fait la même réponse, c'est la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir votre dossier qui arrive à la main-d'œuvre étrangère, d'accord? Ils vont faire regarder, ils vont dire « Ah tiens, cette dame, elle a travaillé pendant tous ces mois-là, alors on va regarder son dossier, est-ce qu'effectivement elle a demandé l'autorisation de travail? Ah non. Bon, ben, j'ai une bonne raison de dire non. » Mais si l'employeur ne la demande pas. Mais c'est vous qui êtes responsable. Je suis désolé. C'est pas parce que l'employeur vous met dans l'illégalité que l'employeur va avoir des problèmes. C'est vous qui avez des problèmes, d'accord? Et pour répondre rapidement, à partir du moment où on a une décision négative, que ce soit de la directe ou que ce soit de la préfecture, on a 2, 3, peut-être 4 mois avant d'avoir le QTF. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est beaucoup plus facile d'essayer de mettre un deuxième dossier ou de faire une autre demande pendant cette fenêtre où vous n'êtes pas encore en OQTF. Le jour où vous avez une OQTF, c'est effectivement le tribunal administratif et vous êtes vraiment avec des gros problèmes. Non, s'il vous plaît, non, je suis désolé, vous pourrez... Non, mademoiselle, s'il vous plaît, je suis désolé, vraiment, je sais que c'est dur ce que je fais, mais... Bonsoir à tous. J'ai 3 petites questions. Est-ce qu'il y a un délai pour effectuer le changement de statut salarié? Et s'il y a un délai, est-ce que ça commence à partir de la date lorsque le contrat commence à être effectif? Donc la deuxième question, si l'on veut rompre ce contrat avant d'avoir commencé à travailler, d'accord? Et si on a déjà commencé le changement de statut, qu'est-ce qu'on peut faire
date du début du contrat ou bien à partir de la date de la signature du contrat? Merci. Alors, les questions à conséquence, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Monsieur Taquet, Monsieur Galgos, peut-être. Je vais essayer de répondre. Je vais répondre à l'envers. Normalement, il y a 15 jours entre le moment où le contrat est signé et le moment où il faut le déposer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on monte l'intégralité du dossier, on prend le CERFA, on le remplit à la fin. C'est un des derniers trucs qu'on fait. Comme ça, on ne se pose pas de problème sur cette question-là. L'autre question, c'est, vous avez un dossier qui est à la main-d'œuvre étrangère, qui a 2 mois pour répondre, d'accord? Sauf qu'il n'y a aucune obligation pour eux de rester dans les 2 mois. Donc, par exemple, la Créteil, j'ai vu des dossiers qui ont pris 4 ou 5 mois, d'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Donc, tant que vous n'avez pas de décision de la main-d'œuvre étrangère, si effectivement l'employeur vous licencie, on va dire, et bien dans ces cas-là, la main-d'œuvre étrangère va arrêter. D'accord? Par contre, si effectivement vous êtes licencié après que la décision a été prise, la décision a été prise. Donc après, c'est de savoir effectivement est-ce que vous pouvez changer d'employeur et récupérer effectivement un employeur au moment du renouvellement de la carte. Une dernière question, mademoiselle. Ou madame, peut-être, hein, j'appelle tout le monde mademoiselle. Pareil. Bonsoir à tous. Je reviens juste sur une question qui a été posée sur la possibilité du changement de statut avec un bac plus 4. Donc je suis en cours d'obtention d'un bac plus 5, un master 2, et mon employeur chez qui je suis stagiaire me propose de passer en CDD ou en CDI avant ma soutenance. C'est possible ou pas? Si vous êtes ressortissante algérienne, il est normalement, la loi dispose que vous devez être titulaire d'une licence professionnelle, d'un master spécialisé ou d'un master 2. Donc pour effectuer le changement de statut. Après, comme le disait M. Taquet tout à l'heure, il n'y a pas de règle générale. Il y a des possibilités. Vous pouvez toujours faire un changement. Vous êtes actuellement étudiante. Oui, étudiante. Voilà. Et vous pouvez à tout instant signer un CDI tant que vous êtes dans le quota horaire qui vous est imposé par la loi. Néanmoins, vous ne pourrez pas faire un changement de statut maintenant. Après, en fonction du domaine d'activité, en fonction de la société qui va vous employer, en fonction de la motivation qui va être apportée par la société, il y a de nombreux cas de figure qui peuvent se présenter, mais normalement, ce qui est exigé, c'est un master 2 dans vos cas de figure, un master spécialisé ou une licence professionnelle. Ce sont les conditions prévues par la loi. Merci. Pour ne pas généraliser, est-ce que dans tous les cas que vous rencontrez, ce sont des cas où les étudiants ont fait un bac plus 12 et veulent aller vendre des litres au marché? Non, moi ce que je recommande à tous les étudiants, c'est comme le disait M. Taquet et le disait M. Zaraoui, c'est d'effectuer un changement de statut, que ce soit avec un employeur, ça peut offrir une sécurité de l'emploi. Maintenant en France, on le voit de plus en plus, les gens ne veulent plus devenir médecins, ne veulent plus faire normal sup, ils veulent faire du business, du commerce et créer leur propre société. Donc il faut peut-être surfer sur la vague et c'est dans l'air du temps. Après, si vous n'avez pas d'âme entrepreneuriale, ça va être difficile. Si vous avez une âme entrepreneuriale, moi je ne peux que vous recommander de vous lancer et comme le disait monsieur, les deux intervenants, lancez-vous dans des activités avec vos compétences et sur des points que vous maîtrisez. Vous ne pourrez vendre que des services ou des produits dont vous avez la maîtrise. Et c'est ce qui va vous apporter un avantage concurrentiel et une valeur ajoutée certaine sur le marché. Donc faites le recensement de l'ensemble de vos qualités, l'ensemble de vos compétences et vendez vos compétences, que ce soit du service ou que ce soit un produit. C'est la seule recommandation. Et construisez de manière habile, comme le disait M. Taquet, votre business plan, si vous voulez le faire viser par un comptable ou un expert comptable, ok, mais construisez-le vous-même. Voilà. Ça va se passer comment? On peut passer vos numéros de téléphone portable personnel ou... Je pense que vous allez avoir du succès. Aris, vouliez-vous intervenir une seconde justement avant de nous quitter? J'aimerais vraiment qu'on écoute Aris. Je voudrais remercier bien évidemment mademoiselle Fremont de l'UNEF, partenaire et organisatrice aussi ce soir. Un mot important sur ces soirées, elles ont besoin de monde. Mes chers amis, bonsoir. Nous sommes très contents que vous soyez là aujourd'hui.
aussi nombreux pour un sujet qui concerne une majeure partie des étudiants étrangers. J'espère que cette conférence vous a apporté des éléments nécessaires dans vos futures démarches administratives et vous a aidé à structurer au mieux votre projet professionnel. Aujourd'hui, diplômés pour certains, ou bientôt pour d'autres, nous apprenons ô combien le réseau est important dans notre société. Cette conférence n'a pas pour seul but de vous informer, mais c'est aussi une rencontre. Une rencontre entre étudiants qui commencent leur vie professionnelle, qui ont des projets, qui ont de la volonté et de l'ambition. C'est dans ce contexte que je vous invite, et que j'invite toute personne intéressée, qui a des questions ou qui veut contribuer de près ou de loin à notre projet, à vouloir s'adresser au monde de notre association, de la section Travestis. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci encore une fois de votre présence. Merci aux invités et merci de votre attention. Voilà, Ah, madame, mademoiselle, c'est trop tard. Ah, vous voulez souhaiter un anniversaire? On va vous lever, on va vous lever. On va vous inviter à lever le pot d'amitié ensemble. Et puis pour ceux qui sont bons, moi je vous donne un conseil, le meilleur moyen de réussir, ce sont les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ces messieurs, profitez-en, un numéro de téléphone, une carte, un site internet, c'est vraiment la Pour toute question que vous voudrez poser, vous pouvez la poser sur notre plateforme juridique défendresetdroits.com. Merci. Madame, on vous écoute rapidement. Monsieur Zaraoui, on a vu une association des Juifs de France porter plainte contre M. Papon, mais jamais les Algériens ni le pays, l'Algérie, n'a osé porter plainte pour les événements du 17 octobre 1961. Oui, vous avez raison, parce que en fait, du côté algérien, jusqu'en 68, l'événement du 17 octobre 61, la tragédie même, n'a pas été reconnue. C'est à partir de 68 qu'il a fallu attendre les années 90 pour qu'on décrète une journée nationale du 17 octobre. En fait, parce que c'était porté par la Fédération de France du FLN, et comme les responsables étaient devenus des opposants, du coup on a fait blanc-côte sur cette histoire, et surtout dans les relations franco-algériennes. Je crois que c'est dans l'intérêt de l'avenir des deux pays de pouvoir lever les tabous et de dire la vérité. Voilà. Et normalement, les autorités algériennes devraient demander effectivement la reconnaissance de cette tragédie.